Avec notre invité, William Savary, nous allons parler aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Les Échos de la Finance, d'un aspect qu'on n'aborde pas souvent en Haïti et qui a pourtant toute son importance. C'est celui du cabotage. Le cabotage consistant à aller d'une ville portuaire à une autre ville portuaire en transportant indifféremment des marchandises et ou des passagers. Donc on va essayer de voir quelle place tient le cabotage dans l'économie du pays, s'il y a des choses à améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre ce mode de transport plus attractif. Bonsoir William et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Le cabotage. Le cabotage. Moi, quand on dit cabotage, il y a une image qui me vient en tête de ma jeunesse, de mon enfance et de ma jeunesse. C'était ces voiliers imposants, 15-20 mètres de long, très larges, avec une double voile, deux voiles de forme très typique, et plein jusqu'à ras-bord de sacs de charbon, en général en provenance de Jérémie du Sud ou de la Gonave, et venant apporter leur chargement à Port-au-Prince. Mais tout le monde tremblait, car en tous les cas, vu de loin, on avait l'impression que la moindre petite vague allait rentrer à l'intérieur du canot. Il faudrait écoper en permanence pour empêcher de couler. Est-ce que ce mode de transport est encore florissant en Haïti? Avant de démarrer, disons au prime abord, explorons les actifs. Le pays dispose de 1535 km de côtes. Nous disposons de 1535 km de côtes. 72 villes côtières. Donc avec 72 villes côtières, vous avez besoin de cabotage. Maintenant, qu'est-ce que ça représente dans l'économie haïtienne? Il faut dire que le port national est le port principal de la République. Le port national de Port-au-Prince. Et la majeure partie des marchandises qui rentrent dans le pays passent par le port national. Et c'est ce qu'on appellerait le port de service. C'est à partir du port national que la redistribution se fait à travers le pays, soit par cabotage, soit par camion. Il y a eu des efforts qui ont été mis en œuvre, par exemple à la Fito, où il y a un port qui a été construit et qui a d'être totalement opérationnel. C'est un port privé. Oui, c'est un port privé. Il y a le port de Vareux, il y a le port le port de la cimenterie d'Haïti. Privé également. Donc, il y a dans le pays plusieurs espaces de débarquement de marchandises. Mais le port principal de Port-au-Prince, c'est un port de service qui, à partir de ce port, le reste du pays est approvisionné. Oui, port qui est associé étroitement à la douane de Port-au-Prince. Ce port est associé étroitement à la douane de Port-au-Prince, mais est sous la direction du ministère de l'Économie et des Finances. Sous la tutelle plutôt. Du ministère de l'Économie et des Finances. Maintenant, ils ont constitué, je crois en 1979, je ne me souviens plus de la date, ce qu'on appelle l'Autorité portuaire nationale. L'Autorité portuaire nationale est l'APN est une entité vraiment qui a eu un statut moral. C'est ça? Et qui pourrait normalement remplir plusieurs fonctions. Et la fonction fondamentale qui lui a été attribuée, c'était vraiment le développement du commerce portuaire, la construction de ports à travers le pays. Du commerce portuaire ou du commerce maritime? Du commerce maritime, merci. D'accord. Commerce maritime. Maintenant, il se trouve que il y a également une autre entité qui régule le commerce maritime en Haïti, ou bien les ports, c'est la Semana. La Semana est sous la direction du ministère des Travaux publics. Ok. Donc il y en a un qui est sous la direction du ministère de l'Économie et des Finances, l'autre sous la direction du ministère des Travaux publics. La tutelle. Maintenant, est-ce qu'il y a une raison objective à cela? C'est peut-être politique. Parce qu'il y a plusieurs raisons politiques pour toutes choses dans le pays, il ne faut pas oublier. Maintenant, la Semana, qui est sous la tutelle du ministère des Travaux publics, dispose d'un budget qui représente 1% du budget
des travaux publics. 1%. Et le budget des travaux publics représente 17% du budget national. Donc, il y a vraiment presque rien à... Pour le travail, des miettes. Pour les attributions de la Semana, qui constituent à organiser et veiller à la sécurité des ports, des bâtiments qui font le cabotage. Donc, et même à veiller pour le séisme dans le pays. Donc, le budget le budget qui leur est alloué est vraiment un budget misérable, ridicule. Mais il faut souligner qu'au niveau de l'APN, l'APN, effectivement, jouit d'un privilège extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en vertu des réglementations qui existent au niveau de l'international, de l'Organisation mondiale du commerce, c'est comme le Open Sky Policy. Et les Open Sky Policy est aussi de même pour les réglementations des activités de port. Aucun pays n'est autorisé à débarquer des marchandises, par exemple, à Port-au-Prince, et de Port-au-Prince d'aller au Cap, ou de Cap d'aller à Jérémie. Donc, le transport maritime local revêt des nationaux. C'est un monopole national. D'accord. Tout même, et ceci se reflète aussi dans le Open Sky. Il n'y a aucun avion qui puisse venir en Haïti, atterrir à Port-au-Prince, et de Port-au-Prince aller au Cap, ou de Port-au-Prince aller à Jacmel ou à Jérémie. Et ceci, c'est vrai dans tous les pays du monde. C'est une façon de protéger certaines industries locales. Oui, de protéger les compagnies locales. Les compagnies locales. Maintenant, il se trouve que ceci pose un problème qui n'a pas encore de solution entre la relation de l'APN et les villes côtières. Pourquoi? Parce qu'en fait, la construction d'un port, c'est un investissement très lourd. Et aujourd'hui, Haïti reçoit à peu près un petit peu moins que 4 milliards de produits à travers la douane. Ce qui nous donne, si on fait une moyenne, à peu près 330 à 350 $ per capita, par habitant. Donc, diluer cette source de revenus et permettre à ce que d'autres ports soient rentables, soient en fonction, peut bien ne pas être dans l'intérêt de l'APN de faire. En d'autres termes, l'APN semble-t-il aurait intérêt à conserver un quasi-monopole. En vertu de la loi qui existe à travers le monde, qui gère le commerce international, l'Organisation mondiale du commerce. Mais il se trouve que l'expansion du commerce maritime, en fait, c'est l'un des plus grands commerces du monde. La taille de ce commerce est de 14 trillions de $, ce qui approche presque la taille de l'économie des États-Unis. Rien qu'en conteneur. Maintenant, au niveau du rapport qui existe entre la croissance économique et le développement des ports, vu que les ports soient des ports de service, la fonction de la APN, avec son entité autonome, etc., serait similaire à la fonction du Dubai Port. Et le Dubai Port fait exactement la même chose, gère des ports. Et ils signent des contrats de gestion de ports à travers le monde. Oui, mais ce n'est pas le même budget. Pas le même budget, bien sûr. Mais la notion, c'est de développer et de réfléchir de façon stratégique pour attirer des bateaux dans vos eaux et à ce que ces bateaux puissent se servir de vos services et payer des frais. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment... Lorsque l'APN a été constituée, la réflexion derrière cette reconstitution, c'était ça. Et je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup de discussions au niveau du Mall Saint-Nicolas, qui pourrait jouer un rôle important, vu que le Mall Saint-Nicolas se trouve juste pas trop loin du canal de Panama. Et le fameux passage du canal du Vent. Donc, il y avait moyen, les moyens existent encore, d'organiser, de construire un port capable de fournir des services aux
aux entités qui sont impliquées dans le transport maritime. Et les services sont plusieurs. Vous avez les services financiers, vous avez les services de débarquement, les services de transshipment. Les services de transshipment deviennent des services considérables parce que dans la zone caribéenne, CARICOM, le total il y a à peu près 21 millions, à peu près 22 millions de containers qui circulent. Et la majeure partie des pays de la CARICOM ne disposent pas assez d'importation pour justifier, par exemple, qu'un grand container et Pentamex. Un porte-container géant. Géant, comme les Pentamex qui sont de 5 000 à 10 000 containers, arrivent chez eux. Non, mais par contre, ces pays-là pourraient être desservis à partir d'un autre pays où on pourrait faire le transshipment. C'est-à-dire prendre les containers de Pentamex et les transporter dans des unités plus petites et qui, à ce moment-là, feraient le dispatching dans la région. Et là, ça représente une immense opportunité. Et Haïti pourrait jouer ce rôle? Absolument. Bon, de par sa position géographique, oui, absolument. Bien entendu. Et aussi de par ses richesses naturelles. Haïti déjà dispose au Mont-Saint-Nicolas d'eau profonde assez pour accueillir les plus grands. Il y a un port en eau profonde. Absolument. Comme dans la baie de Saint-Marc également. Donc, ce sont des opportunités que l'APN, par exemple, initialement, lorsque l'APN a été conçue, c'était parmi les opportunités qui avaient été contemplées, une de ces opportunités-là. Maintenant, il faut dire aussi, en tant qu'entité publique, l'APN dispose de revenus considérables. Et généralement, le financement des infrastructures portuaires se font à partir de montages financiers, à partir d'offres d'obligations. Donc l'APN, à partir des revenus dont dispose l'APN, l'APM est un bon candidat pour un montage financier qui pourrait financer l'expansion portuaire du pays et créer et participer à une croissance faramineuse de l'économie. Eh bien, oui. Bon, maintenant, pour en revenir stricto sensu à notre sujet de départ, est-ce qu'on peut dire que le cabotage a toujours été en concurrence avec la route? Bon, en fait, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que j'aime bien dire une chose. On n'a pas besoin de maintenir la mer. Oui, absolument. Il n'y a pas besoin d'entretenir la mer. Non. Elle s'entretient toute seule. Oui, mais enfin bon, je veux dire, en termes de transport, en particulier de transport de vivres et de choses comme ça, j'ai l'impression que les autorités haïtiennes ont toujours privilégié les routes plutôt que le cabotage, non? Bon, oui, c'est pourquoi nous avons tant de kilomètres de route. Un des plus grands drames pour l'agriculture, c'est quand vous avez une récolte qui pourrit sur place, faute de pouvoir être transportée vers les lieux de vente. Maintenant, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'il y a des lieux de vente, mais il y a aussi la taille du marché. Parce que lorsque la production agricole ne parvient pas au marché et que le marché est approvisionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un manque de produits. Mais dans ces conditions, ce qu'on fait, on essaie d'ouvrir le marché, de l'étendre, de la rendre beaucoup plus grande. Donc c'est alors qu'on a besoin effectivement de ports pour pouvoir exporter les produits excédentaires. Donc les ports peuvent remplir une fonction, sont complémentaires à la production agricole. D'accord. Maintenant, il y a une chose qui est souvent discutée en Haïti, c'est la question des zones franches. Mais une zone franche, pour être vraiment efficace, a besoin d'un port.
dédiée à la zone franche. Bien sûr. Donc, ce n'est pas une zone franche où on a 1000 employés, 2000, 3000 employés, mais on parle de zones franches réelles où on a 25, 30, 40 000 employés. Et pour cela, il faut une zone franche dédiée et stratégiquement localisée non loin de la zone franche, du port, qui permette à ce que la communication entre la zone franche et le port soit de la façon la plus fluide possible. Bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore strictement sur le cabotage? Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Non, le cabotage, vraiment, je vais retourner un petit moment à la question sur les routes. Il y a, vous savez, vous m'aviez dit tantôt la blague de la Dominicanie, où le gars devait mesurer la largeur de la route qui a été construite. Oui, c'était pas une blague. Parce que, l'histoire de... c'est de l'histoire vécue, ça, oui. C'est ça. Maintenant, c'est parce qu'en fait, la construction des routes permettent des activités, que s'effectuent des activités qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt national. En général, les gens facilitent la construction des routes parce qu'en dessous, il y a les commissions, il y a les primes, il y a les dividendes, il y a les pots de vin, il y a tout ça qui rentre dans la construction des routes. Mais dans la construction, avec le cabotage, vous n'allez pas demander à la mer de vous payer. Maintenant, et pour cela, il faut cibler les villes côtières et construire les ports qui conviennent. Parce que nous avons tous vu les grands bateaux arriver avec les voitures qu'on met sur des bois fouillés pour amener au port. Et c'est heureux, c'est une horreur en 2022. Eh oui. Donc c'est vraiment, le pays a besoin de se focaliser sur les villes côtières, parce qu'il y a des villes côtières qui peuvent servir de relais à d'autres villes et permettre à ce que la circulation des biens et des marchandises se fasse de la façon la plus fluide, parce que plus il y a de circulation de marchandises, plus il y a croissance économique, parce que les gens doivent comprendre que c'est le commerce qui est à la base de la croissance. Bien sûr, Richard, mais... Le commerce est un des éléments à la base de la croissance. Tout à fait d'accord, William, mais cela demande d'abord une volonté politique, ça demande en second un savoir-faire, et au-dessus de tout ça, un plan directeur bien conçu. Bon, au niveau des ports, on a besoin de réfléchir de façon stratégique pour jouir de la position d'Haïti dans le commerce international et vis-à-vis de la position géographique privilégiée de la République d'Haïti. Bien sûr. Donc, c'est vraiment là le point fondamental qu'il faudrait vraiment souligner, et le fait qu'avec le cabotage, comment désenclaver les villes, permettre à ce que les paysans puissent sortir des fonds des villes et apporter leur production sur la grande route et de la grande route au port. Bien sûr, tout ça forme un ensemble, mais encore une fois, vision, compétence, et voilà. Bien. Eh bien, William, merci de cette petite balade en mer que nous avons faite aujourd'hui. Une balade en mer qui n'a pas besoin d'entretien. Une mer qui n'a... Bon, elle n'a pas besoin d'entretien, mais il faut la protéger quand même. Parce que bien sûr. L'océan commence à être sérieusement malmené, en particulier par les millions de tonnes de plastique que nous, consommateurs haïtiens, déversons dans les eaux. Aujourd'hui, pratiquement, la baie de Port-au-Prince est une mer morte. Mais il faut dire que, malgré ça, il y a une technologie aujourd'hui qui existe pour nettoyer la mer. Il y a plusieurs et absorber. Donc, vraiment, tout ceci rentre dans le cadre de la réflexion stratégique. Qu'est-ce qu'on fait des villes côtières? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de nos ports? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? C'est un ensemble. Voilà. Eh bien, merci William. Peut-être que ça va donner des idées à certains entrepreneurs qui se lanceraient dans un cabotage. On ne peut pas parler de cabotage touristique aujourd'hui, vu le nombre faramineux de touristes qui nous visitent, n'est-ce pas? Mais au moins de petites virées de port en port,
avec le tourisme local. Les gens qui veulent aller à Jérémie, au lieu de prendre la route, ils prennent le bateau. En passant une nuit agréable à bord. Il y a un gars actuellement qui est très impliqué dans le cabotage, c'est Jean Rousier, qui il transporte les marchandises, les camions qui ne peuvent pas traverser Carrefour et Martissan. Il y avait également, je crois, dans les années 1090, je ne m'abuse, une compagnie haïtienne qui a voulu monter un service de cabotage pour transporter les passagers entre les villes. Donc il faut dire qu'il y a plusieurs ports, plusieurs points d'entrée de cabotage. Par exemple, il y a Carriès, il y a Léogane, il y a Saint-Marc, il y a Ogonaïve. Oui, Carriès. Jérémie. Carriès oui. C'est le principal point pour la Gonave. Le minimum infrastructure existe. Très bien. Bon, eh bien, voilà. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve jeudi.